Merci, merci à vous. Alors je vais faire les présentations comme je le fais depuis le début de la journée. Donc Madame Kiyoka Kinugawa-Bouron, vous êtes professeure de gériatrie à l'hôpital Charles Foix de Paris, et vous êtes professeure à Sorbonne Université. À côté de vous, Claire Collat. Alors vous êtes enseignante en activité physique adaptée dont on a parlé tout à l'heure et qu'on reparlera avec vous. Donc vous êtes enseignante et vous êtes aussi docteur en physiologie de l'exercice au CHU de Saint-Étienne. Alors Yves Boiry, professeur de nutrition humaine à l'université de Clermont-Ferrand et chef du service de nutrition clinique au CHU de Clermont. Et enfin, avec nous, le professeur Xavier Bigard. Vous êtes spécialiste de physiologie, membre de l'Académie nationale de médecine, et vous êtes aussi le directeur médical de l'Union cycliste internationale. Alors, on va parler donc ensemble de cet âge avancé. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est que l'âge avancé. On parle de senior. Alors, voilà, ça peut commencer à 50 ans et plus, à 65 ans et plus. Voilà, donc on va d'ailleurs peut-être détailler des recommandations qui sont selon les âges de cette vie-là. Alors, sans plus tarder, je voudrais qu'on parle donc du point finalement qui est un point essentiel dans cette tranche d'âge qui concerne donc chacun d'entre nous, je dirais, après 50 ans, c'est le phénomène dit de la perte musculaire. Alors, je voudrais demander à Xavier Bigard de faire œuvre de pédagogie et finalement de nous détailler quels sont les déterminants de cette perte musculaire. Et alors, en l'occurrence, que se passe-t-il au niveau biologique et au niveau physiologique? Très bien, merci beaucoup pour cette première question. Alors, même si on ne sait pas ce qu'est l'âge avancé, quand même certains d'entre nous le perçoivent. Voilà. À vous. Je ne nommerai personne, mais votre interlocuteur au premier chef. Ce qui est d'abord très important de rappeler, c'est que la population de plus de 60 ans va augmenter de manière très importante. On va passer approximativement de 600 millions de personnes dans le monde de plus de 60 ans en 2000 à plus de 2 milliards en 2050. Donc il va y avoir un vieillissement. Ce n'est une surprise pour personne, bien évidemment, mais parfois, il faut rappeler ces chiffres qui sont loin d'être anodins. Et force est de constater que, quoi qu'on fasse, mais si on fait, c'est quand même mieux, quoi qu'on fasse, on perd de la masse musculaire. Et on perd approximativement 0,6% de sa masse musculaire par an à partir de 30 à 40 ans. Donc ça survient très tôt. Et ça va être, vous le sentez bien aussi, personnellement, l'une de mes conclusions à l'issue, de dire que plus tôt on s'intéresse et on porte attention à notre masse musculaire, mieux ce sera. Voilà. Donc après, qu'est-ce qui se passe là au plan biologique, mais de manière très simple. Oui. Toujours avec l'avancée en âge, on va avoir une modification des mécanismes internes aux muscles qui font que régulièrement, et ça c'est un phénomène tout à fait naturel dans la vie de tous les jours, on perd et on gagne du muscle. C'est-à-dire on détruit des protéines et on construit des protéines. Et avec l'avancée en âge, on a une altération régulière des mécanismes, des processus de construction de ces protéines musculaires. Donc globalement, on a cette balance construction-destruction qui se déséquilibre progressivement. L'un des phénomènes aussi majeurs, additionnels, c'est qu'avec cette avancée en âge, on va avoir des perturbations endocriniennes. Et en particulier chez les hommes, mais pas que, on va avoir une baisse de production de testostérone, qui est l'une des hormones anabolisantes majeures, principales. Donc en fait, avec cette avancée en âge, tout concourt à ce que l'on perde de la masse musculaire. Et c'est finalement ce qui est à l'origine de ce que l'on a maintenant dénommé, ce que tout le monde connaît sous le terme de sarcopénie, avec différents niveaux. Sarcopénie qui survient de manière beaucoup plus importante après 60 ans,
qui peut se traduire d'abord par une altération de cette masse musculaire, cette perte de masse musculaire. On peut commencer à parler de sarcopénie, donc d'intensité légère, modérée, avec cette perte de 15% de la masse musculaire par rapport à une population à parier en âge. À un degré supérieur, on a une altération de la force développée, et au niveau de gravité encore plus important, on a une conjonction de perte de masse musculaire, d'altération de la force et de la fonction, ce qui évidemment, à ce niveau-là, va altérer l'autonomie gestuelle, l'autonomie de déplacement, et va altérer de manière très très importante l'espérance de vie de ces personnes. Sachant qu'il y a aussi des facteurs de gravité au développement de cette sarcopénie, et en particulier, mais Yves en parlera beaucoup plus aisément que moi, cette conjonction que l'on observe entre diabète de type 2 et sarcopénie. Le diabète de type 2 est un facteur métabolique dont on connaît les altérations, les conséquences sur l'organisme, mais aussi fait le lit de la sarcopénie. Et on observe, et Yves, je pense que tu le commenteras encore là aussi mieux que moi, on observe maintenant des états de sarcopénie très tôt à l'âge parce que la prévalence de diabète de type 2 augmente dans la population générale. Ouais. Voilà, donc de manière assez simple, comment camper le décor, mais clairement, la sarcopénie, c'est un état de déficience anatomique, je ne rentre pas dans les détails de l'anatomie, on pourra en discuter si vous le souhaitez, et fonctionnel majeur qui altère l'autonomie des personnes qui sont affectées par ce syndrome. Alors on va aller un peu plus loin et un peu plus en détail effectivement avec le professeur Boiry, parce que donc vous donc on vient d'apprendre donc que le vieillissement musculaire finalement c'est un phénomène naturel, hein. C'est comme ça fait partie du vieillissement, mais donc si j'ai bien compris, ça devient pathologique et ça s'appelle sarcopénie. Et alors, je me pose une question un peu naïve. Comment on sait qu'on est passé d'un processus, je dirais, de fonte musculaire un peu physiologique, normal, à une sarcopénie pathologique ? Merci d'abord pour l'invitation et bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, les enjeux de l'âge avancé, c'est bien sûr la perte musculaire, mais qui rentre généralement dans un cadre aussi de multimorbidité, c'est-à-dire qu'on arrive aussi à l'âge avancé avec des maladies. Alors, l'idée, effectivement, qu'on en avait, en tout cas jusqu'avant les années 2010, c'était de dire, ben voilà, c'est un peu une fatalité, cette perte musculaire, et puis... alors la question qui s'est posée dans les années 2008, en tout cas, j'étais en charge du comité scientifique de la Société européenne de nutrition. On s'est posé la question avec la Société européenne de gériatrie et on s'est dit, ben voilà, est-ce qu'il ne faut pas qu'on arrive à se mettre tous d'accord pour définir et mettre des seuils et donc on s'est mis autour de la table, ça a duré quand même 2 ans, où on a discuté des heures et des heures pour savoir quels seraient les paramètres mesurables, quelles seraient les méthodologies, quelles seraient les valeurs seuil qui permettraient justement de dire là, il y a une sarcopénie, là, il n'y en a pas. Donc, effectivement, ça a permis de déboucher sur la définition de la sarcopénie, et comme l'a rappelé Xavier, avec une altération de la force. Et ça, c'était important parce que jusqu'alors, on parlait de perte de masse, mais ce qui est important, c'est la perte de la force, c'est la mobilité. Donc là, on a pu effectivement se mettre d'accord pour dire, ben voilà, on va construire un algorithme et on va chercher à dépister d'abord les altérations de la force. Donc c'est un peu ce qu'on a fait ce matin, hein. Ça peut être le lever de chaise 5 fois ou pendant 30 secondes. Ça peut être aussi la force de préhension de la main, qui est un autre test avec un dynamomètre et qui permet d'avoir une estimation effectivement de la force de préhension. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu montrer dans un travail
il y a maintenant 2 ans, on a pu faire dans un travail européen qu'on a publié dans JAMA, un travail sur 5000 personnes où on voit que ne serait-ce que le simple fait d'avoir une perte de force de préhension est un facteur de mortalité. Oui, et alors oui. si on a une altération de la composition du corps, de la masse, donc après la force, je n'ai pas fini mon algorithme, c'est la mesure de la masse musculaire. Là, ça peut être assez compliqué. Et dans ce cas-là, si on a une altération de la force et de la masse, on va parler de sarcopénie. Donc on parle de sarcopénie probable ou d'inapénie. On a parlé de d'inapénie Oui, chez ce l'enfant matin. tout à l'heure, ce matin. Et puis après, on parlera donc de sarcopénie probable avec la force qui sera confirmée donc, par une mesure de la masse musculaire. D'accord. Et donc ce qui est important, effectivement, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on peut parler de l'âge avancé, mais la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut être sarcopénique même avant et jusqu'à l'enfant? Ça, c'est une question importante. Et mon travail aujourd'hui, et je suis vraiment ravi d'être ici et d'avoir écouté toutes ces présentations, c'est le fait de dire que dans toute maladie chronique, alors ça peut être des maladies d'organes, insuffisance cardiaque, rénale, respiratoire, ou des maladies systémiques comme le diabète, eh bien, il faut rechercher cette perte musculaire. Parlons un peu du lien entre diabète et fonte musculaire. Ça peut être un éclairage intéressant, étant donné que le diabète est en progression absolument terrifiante en France et ailleurs dans le monde. Quels sont les liens entre les deux, sans rentrer trop dans les détails de la biologie, mais tout de même. Alors effectivement, on a beaucoup travaillé aussi au laboratoire sur le turnover protéique, comme le présentait Xavier, c'est-à-dire qu'on est en permanence en mode de renouvellement permanent. On est obligé de détruire pour reproduire et refabriquer du muscle. Et ce renouvellement protéique musculaire est dépendant aussi de l'alimentation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va manger, on va produire une stimulation à la fois de la synthèse et puis on va inhiber la dégradation. Donc on va gagner du muscle à chaque repas. Et on s'est aperçu qu'avec l'âge qui avance, eh bien, on a une perte de signal, on devient résistant. Alors, on a parlé de résistance à l'insuline, et c'est là que je rejoins votre question sur le diabète. Sur le diabète, oui. Il y a de la résistance à l'insuline, donc c'est une partie de la réponse, mais il y a aussi tous les processus dans le diabète aussi éventuellement inflammatoires. Et puis, comme l'a évoqué aussi ce matin Cédric Moreau, la question de la lipotoxicité, c'est-à-dire l'infiltration lipidique musculaire, qu'on voit dans le diabète de type 2 notamment, mais aussi dans l'obésité, est un facteur de résistance et de moindre réponse à l'alimentation. Donc la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour resensibiliser le muscle à l'alimentation? L'activité physique, c'est la première chose à faire, naturellement, mais il y a sûrement des stratégies et des nouvelles thérapeutiques éventuellement. Là, il y a de l'innovation, justement, pour faire en sorte que le muscle soit à nouveau sensible à l'insuline, bien sûr, mais sensible aussi aux acides aminés. On va détailler ça tout à l'heure, parce que c'est tout à fait important. Si je vous ai bien compris tous les deux, de toute façon, on comprend une chose, je trouve, qui devrait être mieux connue, c'est que cette fameuse sarcopénie, en fait, c'est un enjeu majeur maintenant de santé publique pour notre pays et pour les autres, puisque on l'a dit, vieillissement de la population, on l'a dit, augmentation des maladies chroniques donc qui la favorisent, donc il faut... On pourrait également pousser la réflexion sur le fait que si on souhaite retarder l'âge de départ à la retraite, voilà, il faudra peut-être avoir un muscle performant et garder les performances. C'est une vraie question. Tout à fait. Donc on voit que finalement le message, et par rapport aux maladies chroniques dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi de dire que le muscle n'est pas uniquement une victime de la maladie, mais c'est aussi un acteur de la maladie, puisqu'on n'a pas le temps de parler de toutes les études, mais les études montrent très clairement que si on agit sur le muscle dans une maladie chronique, on va retarder, ou en tout cas ralentir les complications liées à la maladie. D'accord. Alors, on va parler un petit peu clinique avec vous, Madame Kinugawa-Bouron, clinique de gériatrie. Alors, vous observez, vous, au quotidien, dans votre cabinet de médecine, les conséquences très concrètes chez vos patients de cette sarcopénie et de cette dégradation musculaire. Alors, première chose, pour rejoindre un peu ce qu'on disait sur la mesure de
de la chose. Comment posez-vous votre diagnostic ? Bonjour à toutes et à tous, donc merci encore pour l'invitation. Donc déjà, ce qui est important, c'est de ne pas faire l'amalgame entre le vieillissement musculaire, qui est certes inévitable, et la sarcopénie, qui est maintenant considérée comme une maladie musculaire, comme une pathologie. Certes, je suis gériatre, je m'occupe surtout des patients de plus de 75 ans avec multiples pathologies, mais la sarcopénie, finalement, n'est pas juste une maladie de la personne âgée, ça peut concerner des personnes un peu plus jeunes. Tout à fait, on l'a bien dit, absolument. Voilà. Absolument. Pour le diagnostic de la sarcopénie, donc grâce justement aux travaux de la Société française, de la Société européenne de gériatrie et de la nutrition, maintenant il existe des recommandations. Maintenant, c'est plutôt une question de comment pouvoir le mesurer. Donc la force musculaire, c'est quelque chose qui est un peu plus facile à mesurer. Donc on a parlé de la force de préhension avec le dynamomètre, mais par exemple le dynamomètre, il n'existe, tous les généralistes n'en ont pas. À l'hôpital, décrivez-nous un petit peu ce que c'est un dynamomètre pour les gens comme moi qui ne savent pas. Voilà. Donc un dynamomètre, c'est un appareil où on va demander... Le dynamomètre, donc on va demander aux patients justement de serrer très très fort cet appareil pour mesurer, donc c'est en kilos, la force en fait de la préhension de la main. Et maintenant, il existe des seuils pathologiques chez les hommes et chez les femmes qui permettent de dire en dessous de ce seuil-là, vous avez une diminution de la force musculaire. Qui évoque la sarcopénie. Ensuite, il faut mesurer la masse musculaire. Donc, on propose soit la bioimpédance-métrie. Donc, pareil, la bioimpédance-métrie, elle est plutôt accessible, etc. Mais on n'en a pas dans tous les services hospitaliers, malheureusement. Sinon, l'autre alternative, c'est l'absorptiométrie par rayon X, qui est le même appareil que l'ostéodensitométrie, vous savez, où on fait les mesures pour l'ostéoporose. Mais il faut aller dans les services de radiologie, par exemple, pour faire cet examen. Et malheureusement, l'ostéodensitométrie est remboursée par la Sécurité sociale. Mais par contre, l'indication pour mesurer la masse musculaire par cette ostéodensitométrie, en tout cas la composition corporelle, elle n'est pas remboursée par la Sécurité sociale. Donc il y a aussi cette dimension-là, je pense, qui est importante de politique de santé, si on veut accélérer le diagnostic et du coup proposer aussi la prise en charge de la sarcopénie. Oui, bien sûr, oui, c'est vrai que c'est un problème très important, cette affaire de remboursement. Qu'est-ce qu'on peut dire du tableau clinique d'une personne de 76 ans, puisque vous recevez les plus de 75 souffrant de sarcopénie? Comment peut-on la décrire, cette personne? Alors, disons que la sarcopénie n'a pas de signes cliniques spécifiques en soi. C'est plutôt une baisse de la performance physique, de la fatigabilité, etc. Par contre, on connaît vraiment les conséquences médicales maintenant qui sont bien documentées. Oui. Quand on a la sarcopénie, on a un risque de surmortalité presque de 4 fois. Mais tout simplement parce que ce n'est pas la sarcopénie en elle-même qui va tuer, entre guillemets, l'individu. Mais quelqu'un de sarcopénique, par exemple, pendant l'hospitalisation, aura une moins bonne résistance aux problèmes médicaux, par exemple pour une infection ou après une chute pour récupérer, etc. Donc c'est ça qui augmente la mortalité et la morbidité. Il existe également un risque multiplié par 2 de chute. Et du coup, qui dit chute, c'est une personne âgée. Une des complications graves, c'est la fracture du col du fémur, donc au niveau de la hanche, qui, pareil, est accompagnée d'une surmortalité et également moins bonne pronostic, avec un risque fort de perte d'autonomie après une chute compliquée de fracture. Et on connaît également au niveau médico-économique que la sarcopénie augmente les coûts médico-économiques, la durée moyenne de séjour à l'hôpital, et également le risque d'admission à l'hôpital. Alors, question naïve d'une non-médecin, est-ce que ça joue sur l'état cognitif des personnes ? Alors pour le moment, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de papiers sur la sarcopénie et l'état cognitif. Après, il y a beaucoup maintenant d'études scientifiques entre le lien entre le cerveau et la motricité en elle-même, ou le muscle en lui-même. Ce qu'on sait également, par exemple, chez les patients Alzheimer, par exemple, tout au début, quand il y a eu des études qui ont été faites sur l'analyse de la marche, c'est vraiment des paramètres fins à détecter, mais on sait que quand ils commencent à avoir des troubles cognitifs, la marche est un peu plus ralentie. Ils ont du mal à faire une double tâche, par exemple parler et marcher en même temps, par exemple, devient plus compliqué. Donc il peut y avoir déjà des signes moteurs discrets qui peuvent être perceptibles même dans les maladies cognitives.
Ouais, d'accord, ouais. Et globalement, vous diriez que, puisqu'on peut parler de qualité de vie, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment attentatoire à la qualité de vie, le fait d'avoir de moins en moins de muscles. En Tout fait, à on fait. peut plus, on a du mal à rester chez soi, je suppose. Oui, alors bien sûr, il y a une moins bonne qualité de vie associée à la sarcopénie, surtout liée sur tout ce qui est autour de la locomotion, de la performance physique, qui a été mise en évidence par des échelles de qualité de vie, mais qui sont plus génériques. Ouais. Donc, il y a des experts en sarcopénie qui ont développé une échelle de qualité de vie liée à la sarcopénie qu'on appelle le SARCOL, par exemple, justement pour voir s'il n'y a pas d'autres paramètres que la locomotion en elle-même qui altérerait la qualité de vie quand on est sarcopénique. D'accord. Alors, Claire Collat, je vais vous passer la parole. Alors, vous accompagnez vos patients donc, dans une pratique de l'activité physique adaptée, donc évidemment en fonction de la forme physique de la personne, de son degré d'autonomie, hein, et puis de ses besoins spécifiques en tant qu'individu. Alors, si on essaye de se projeter, par exemple, avec un exemple, je dirais d'une personne âgée qui est en bonne santé, hein, mais qui est soumise à une fonte musculaire de façon physiologique et puis peut-être bientôt pathologique. Qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce qu'elle peut faire, cette personne? Alors déjà, en fait, on va s'appuyer sur les recommandations de l'OMS, Oui. qui sont un petit peu plus spécifiques pour les personnes de plus de 65 ans. Les recos, donc pour les adultes et pour les seniors, c'est de faire 150 minutes d'activité physique de type endurance par semaine, à intensité au moins modérée, ou 75 minutes si c'est une intensité vigoureuse. Ça veut dire par exemple 3 fois par semaine une marche d'une demi-heure Oui, ça peut être de la marche, ça peut être du vélo, de la natation, du foot, peu importe l'activité, répartie comme on peut, comme on veut. Oui. Idéalement, l'idéal c'est de pratiquer 30 minutes par jour, 5 fois par semaine. Mais voilà, si le travail ne nous permet pas de réaliser ça, ça peut être 2h30 le week-end. Voilà. L'objectif, c'est d'avoir ces 150 minutes. Et en plus de ça, on recommande donc, au moins 2 séances de renforcement musculaire pour travailler les grands groupes musculaires. Donc ça, c'est pour tous les adultes. Et la spécificité pour le senior de plus de 65 ans, c'est qu'on conseille également au moins 2 à 3 séances dédiées à des exercices d'équilibre fonctionnel et de force. D'accord. Bon, on va détailler peut-être un peu. Déjà, le renforcement musculaire, parce que la marche, bon, c'est assez facile si on a le temps et la motivation pour le faire. En revanche, pour se renforcer ses muscles, ce serait bien que vous donniez 2-3 petites idées chez soi. Comment faire pour se muscler et pour préserver cette force-là. Des exercices très simples mais indispensables, c'est juste déjà se relever d'une chaise pour le sujet âgé. Oui, qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, on le fait en version test, mais en version renforcement musculaire. D'accord, ça, les personnes peuvent faire ça tous les jours. Voilà. Donc c'est ce qu'on appellerait du squat. Donc on le sécurise avec une chaise pour le sujet qui n'a pas l'habitude de pratiquer. Oui. Alors qu'un sportif aurait l'habitude de le faire sans matériel particulier sécuritaire. Après, ça peut être vraiment des exercices pour le haut du corps, travailler ses épaules, donc faire des élévations de bras sur le côté, travailler ses mollets, monter sur les pointes, travailler tout ce qui va être posture et gainage. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir des appareils super sophistiqués. Non, en fait, tout le monde peut faire ça chez soi. Oui, oui, c'est sûr, il n'y a pas besoin d'appareil. On peut avoir du petit matériel, mais on peut faire aussi au poids du corps. On peut trouver des bouteilles d'eau qu'on a à la maison. Un pack de lait, D'accord. Je sais pas d'autres idées. Mais comment font les gens pour il y a toujours le problème pour ne pas se blesser, pour faire ça correctement. Est-ce qu'il faut qu'ils demandent à quelqu'un de leur montrer ou qu'ils regardent un tuto sur Internet? J'essaye d'être le plus concret possible parce que. Oui. Alors l'objectif quand même, c'est de pratiquer dans un environnement sécuritaire. Donc l'idéal, c'est d'avoir un accompagnement quand on peut.
et c'est pas toujours évident. Et même quand on est accompagné, notamment dans l'activité physique adaptée, généralement on propose une séance ou 2 séances d'activité physique adaptée dans la semaine, mais du coup c'est pas suffisant. Il faut aussi que le patient puisse se prendre en charge de façon autonome pour compléter ce qu'on fait ensemble. Et, cela dit, comme il vous voit 2 fois par semaine, du coup vous pouvez discuter avec lui de dans ce qu'il est l'idéal, bon c'est montrer les faire. exercices, les postures, pour qu'il puisse reproduire ensuite de manière plus autonome. D'accord. Ok. Oui, donc si je vous comprends bien, en fait, en tout cas, quand on est en bonne santé, quand on est un senior en bonne santé, on peut tout à fait faire ça chez soi. On n'est pas obligé de. On donne les bonnes postures, les bons éléments, mais après la pratique en autonomie, elle est tout à fait possible à domicile, sans problématique et avec des bons résultats par la suite. D'accord. Alors, on va parler, parce qu'on en a parlé déjà, du fameux déconditionnement musculaire. Alors, ça concerne un certain nombre de vos patients. Et puis, ça peut aussi, François Carré l'a dit de façon très, très forte, ça peut concerner en fait quasi tout le monde, puisqu'on est tous à ne pas faire assez d'exercice. Donc, on se déconditionne. Alors, d'ailleurs, peut-être un commentaire du côté du professeur Boiry. Qu'est-ce qui se passe quand on se déconditionne ? Ça fond, Alors, on l'a vu un peu ce matin dans la conférence de Cédric, mais quand on se déconditionne, eh bien, effectivement, on va moins utiliser sa mitochondrie pour faire de l'énergie. Donc, cette mitochondrie qui utilise des acides gras, ces acides gras vont se retrouver un peu en dépôt dans le muscle. Je rappelle juste pour le public que là on parle au niveau moléculaire. Les mitochondries, c'est ce qu'on appelle les centrales énergétiques des cellules. Donc c'est vraiment des processus internes à notre organisme. C'est des processus de recirculation des substrats. Effectivement, en fait, on est en permanence en train de recycler. Voilà. Et donc, effectivement, lorsque on va moins utiliser ces muscles lors de l'immobilisation ou du déconditionnement, on va voir effectivement que les capacités d'oxydation vont diminuer, que la sensibilité à l'insuline va diminuer. Donc il y a effectivement des événements métaboliques, en tout cas dans l'intimité du métabolisme, qui font que ce muscle va aussi ralentir, son turnover protéique va être ralenti, il y a moindre fabrication, il peut y avoir une accélération du catabolisme. Donc ces 2 phénomènes, comme le disait Xavier, il y a ces 2 phénomènes en parallèle. On peut avoir une accélération rapide du turnover protéique avec une inflammation, etc. Mais la question, c'est la balance entre les deux. Effectivement, dans le déconditionnement, on va voir apparaître une perte protéique du muscle aussi, associée au déconditionnement. Voilà, donc l'anabolisme, c'est la construction du muscle, et le catabolisme, c'est l'inverse. Merci, c'est ça. Et donc, il y a des régulateurs de chaque part de ce renouvellement, et donc on travaille beaucoup sur les modulateurs à la fois de l'anabolisme et le catabolisme. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ce catabolisme est important parce qu'il vient aussi renouveler les structures. Donc il ne faut pas le négliger non plus, mais quand il est trop fort, ça va faire une perte musculaire plus rapide. D'accord, on va revenir à Claire. Donc, l'un des aspects aussi peut-être du déconditionnement musculaire, ça porte aussi sur la psyché et le moral des patients et des gens. Et on peut très bien avoir l'impression qu'on ne va pas y arriver. Alors, qu'est-ce que vous pouvez préconiser ? Est-ce que, par exemple, en disant on commence par 10 minutes, est-ce que c'est efficace ? Alors déjà, ce qui est important, c'est de préciser aussi que l'activité physique, elle va être bénéfique justement pour la santé mentale, donc pour réduire l'anxiété, la dépression. Donc c'est un bon moyen de lutter contre ça. Et après, alors oui, en termes de mise en œuvre, c'est ce qu'on a dit un petit peu tout au long de la journée, mais en effet, c'est déjà très bien quand on part de zéro, c'est déjà très bien d'arriver à mettre en place ne serait-ce que 5 ou 10 minutes d'exercice dans la journée. En plus, c'est bénéfique donc pour plein de choses. Il y a déjà des personnes qui en ont parlé.
c'est bien de pouvoir, voilà, nous on essaye d'utiliser ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique du patient, donc d'éduquer les personnes à comment mettre en place correctement les choses, et on s'appuie beaucoup sur les besoins des patients et leurs ressources. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, une personne qui n'a jamais pratiqué de sport, qui n'aime pas ça, qui se faisait dispenser au sport à l'école, on ne peut pas lui dire du jour au lendemain, il va falloir faire 150 minutes d'exercice Oui, ça ne va pas par fonctionner, semaine. c'est sûr. Ouais. Donc on essaye de s'appuyer sur qu'est-ce que la personne se sent capable de faire, qu'est-ce qui est possible dans son quotidien, autant en termes de rythme, combien de fois par semaine je suis prêt à dédier à cette activité. Et ensuite, quelqu'un qui n'aime pas l'eau, je ne vais pas l'envoyer sur des exercices de natation. C'est vraiment s'appuyer sur ses préférences. Voilà, vous interrogez le patient et vous voyez ce qui peut l'intéresser, lui plaire. Exactement. Et après, on essaye de mettre un cadre. Donc, ça a été un petit peu évoqué aussi donc via le FIT-VP, le principe FIT-VP. Donc, ça donne un cadre de progression de l'exercice. Donc avec une fréquence, une durée, un type et un temps d'exercice qui va progresser au fil des mois et au fil de la pratique. Est-ce que vous pouvez vérifier ce qui s'est passé en discutant ou en mesurant d'une certaine façon avec un patient que vous suivez ? Alors, on a des outils pour mesurer. Alors, nous, on a créé dans le cadre de notre hôpital de jour, on a créé un petit carnet d'entraînement, en fait, où on donne à la fois les recommandations d'exercice, et au dos du livret, un petit planning avec des cases à cocher, des séances que j'ai réellement réalisées. Ça nous permet, nous, à l'évaluation post-programme, d'évaluer la quantité réelle d'exercices réalisés. Et aux patients, c'est aussi un outil de motivation de suivre qui a été réalisé. Et après, il y a des outils un petit peu plus performants, spécifiques, peut-être pour la recherche, que nous, en tout cas, on utilise en recherche, c'est tout ce qui va être montre... des accéléromètres qui permettent vraiment de mesurer la quantité d'exercices réalisés sur une semaine complète. Alors, professeur Boiry, de toute façon, je voulais vous interroger sur la nutrition. Alors, avant la nutrition, je voulais juste évoquer le fait qu'effectivement, comme vient de le dire Claire, ce qui est important, c'est d'évaluer ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'en fait, et en médecine, et notamment en clinique, et en soins primaires également, le médecin généraliste pourrait... vu les tests qu'on a fait ce matin, par exemple, on peut imaginer, après une intervention, après une remise à l'effort ou lors de la renutrition, on s'aperçoit que la renutrition engendre un gain de force rien que par la nutrition chez les patients qui sont effectivement dénutris. D'ailleurs, au passage, la sarcopénie fait partie de la définition de la dénutrition. Donc on a besoin de mesurer cette force et la masse éventuellement musculaire. Donc effectivement, ce qui est important, c'est de mesurer ce qu'on fait. Et je crois qu'on parlait de la myologie et de l'importance d'identifier cette myologie. Et je pense qu'il faut des outils. Et il faut que ce soit des outils relativement simples, la force de préhension ou le lever de chaise, par exemple. Que puisse être utilisé par les médecins généralistes. Exactement. Donc c'est vraiment l'idée du consensus européen, ça a été vraiment de dire qu'est-ce qu'on peut faire de façon le plus simple possible. Alors bien sûr, c'est pas parfait, c'est pas très précis, ça peut varier, mais justement, on peut répéter ces tests et voir un peu l'évolution. Alors vous aviez une question pour moi ? Oui. Alors je voudrais que là on est fin prêt pour parler de nutrition, qui est l'autre grand levier d'action pour se sentir bien et utiliser au mieux sa force et ses muscles. Alors c'est amusant. Vous avez vu comme moi que on ne parle que de protéines en ce moment. Vous allez au supermarché du coin, il y a des grands trucs avec les protéines, acheter mes protéines. C'est un nutriment clé, professeur Boiry, pour le muscle. Alors, d'abord, en tant que nutritionniste, on ne mange pas que des protéines ou des lipides. En fait, on mange des aliments. On mange des aliments et on fait des repas. C'est important déjà de le dire. Mais alors, on va parler des protéines si vous le souhaitez. Les protéines, il y a des aspects quantitatifs et des aspects qualitatifs, pour faire simple. Et puis, il y a des aspects de timing, c'est-à-dire qu'on a dans la journée, on a au moins, plus ou moins 3 repas, avec des apports de protéines qui sont d'ailleurs très variables. Pour revenir sur les aspects quantitatifs,
Alors on va dire que, en tout cas, lors des recommandations qu'on a pu produire aussi à l'échelle européenne, ça a été de dire, ben voilà, il y a des spécificités dans le métabolisme, comme on a dit tout à l'heure, chez la personne âgée, elle est moins sensible au niveau musculaire. On s'est aperçu également qu'elle pouvait extraire plus de protéines lorsque vous mangez des protéines. Ben, elles passent par l'intestin, elles vont passer par le foie, et puis elles arrivent ensuite au niveau du muscle. Donc le muscle est en fin de parcours. Et on s'est aperçu qu'en situation d'âge avancé, mais aussi en situation inflammatoire, ben, certaines protéines et certains acides aminés sont utilisés d'abord pour faire des protéines de l'inflammation, par exemple. Et donc finalement, vous pensez donner la bonne quantité et finalement, vous ne touchez pas forcément la cible. Donc la question, ça a été de dire, voilà, est-ce qu'il ne faut pas majorer légèrement les recommandations sur les besoins? Et donc on est autour de 1 à 1,2 grammes par kilo et par jour. Alors à chaque fois, on me dit, mais moi, ça ne me parle pas, ça ne me dit rien. Alors après, il faut faire sortir la calculette, regarder à quoi ça correspond. Bon, en gros, si on devait faire les protéines pour les nuls, comme on dit, hein, c'est de dire que dans un steak ou un poisson, une pièce de poisson de 100 grammes, vous avez à peu près 18 à 20 grammes de protéines. 2 tranches de jambon, c'est à peu près la même chose. 2 œufs, ça doit faire 16 grammes. Un yaourt, ça fait 5 grammes. Voilà, enfin, on peut avoir rapidement une idée de cet apport. On s'aperçoit d'ailleurs que ce n'est pas facile forcément d'arriver à 1 gramme par kilo et par jour. Et puis ensuite, il y a l'aspect qualité. Alors, on ne va pas aborder, on n'a pas le temps, mais des différentes sources de protéines, bien sûr, entre les sources de protéines animales et végétales. Aujourd'hui, on parle beaucoup de végétalisation de l'assiette. Hein. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va passer au tout végétal, mais ça veut dire qu'il faut trouver les bonnes combinaisons de végétaux pour assurer un apport équilibré en acides aminés, notamment essentiels. Donc tout ça pour dire que pourquoi pas, on peut végétaliser, mais il faut s'assurer qu'on a la quantité. Donc il y a la qualité puis la quantité. Et puis, comme on parlait de remise à l'effort et de rééducation, on a pu montrer aussi que la phase post-activité est une phase où le muscle est particulièrement perméable aux acides aminés pour se reconstruire. Donc il y a aussi probablement une synergie à trouver entre l'activité physique et l'apport de protéines. Alors des protéines, quel type de protéines? C'est souvent des protéines laitières, mais peu importe, j'ai envie de dire. Je crois qu'on est sur une période vraiment intéressante après l'activité qu'on peut utiliser pour faciliter la récupération musculaire. Alors Xavier Bigard, d'ailleurs à ce propos-là, vous avez une anecdote et une recommandation. Alors imaginons dans un club de gens en retraité, ils font un petit exercice ensemble et après sur la table basse, il y a du thé, des petits gâteaux et vous dites non, il faut peut-être le thé mais il ne faut pas les petits gâteaux, il faut des yaourts, c'est ça ? Oui, alors c'est une anecdote et une proposition et qui résulte d'observations. Alors je voudrais juste revenir sur ce que Yves vient de présenter de manière parfaitement claire. On a très largement démontré depuis pas mal d'années dans le monde sportif comment est-ce que l'on peut optimiser les apports en protéines pour les meilleurs bénéfices sur le muscle. Ce terme d'optimisation est très important. Et en fait, il définit une qualité optimale, un moment d'apport optimal et une quantité d'apport optimale pour obtenir le maximum d'effet sur le muscle squelettique. C'est-à-dire pas du tout ce que l'on voit chez certains pratiquants réguliers d'exercice physique et notamment d'exercice de musculation, c'est je consomme des shakers de protéines sous forme de poudre à n'importe quel moment de la journée. C'est-à-dire je commence à 8h, 10h, midi, etc. Ce n'est pas du tout ça. Il s'agit vraiment d'optimiser ces apports. Donc ça, ce sont des résultats de recherche qui ont été réalisés chez des jeunes sportifs, éventuellement de niveau compétitif, si ce n'est international. Ça a de l'intérêt pour cette sous-population, cette frange intime de la population générale. Ça ne concerne que ces personnes. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de savoir si on peut
adapter et transférer à la population générale ce genre de pratique-là, de manière à obtenir des bénéfices sur la santé. Alors, chez les personnes âgées, que l'on met à l'activité physique dans un cadre qui est un cadre plus ou moins institutionnel, en groupe, comme ça se fait maintenant dans certaines EHPAD, on l'espère dans la majorité des EHPAD, ce qui n'est pas tout à fait toujours le cas, eh bien, ce genre de pratique peut être intéressant. Et il y a eu des papiers qui ont été publiés qui sont extrêmement démonstratifs sur cette conjonction qu'il y a entre les effets d'un exercice donné, notamment de renforcement musculaire adapté, comme Claire l'a présenté tout à l'heure, très adapté, on ne va pas parler de musculation, hein, Oui. très adapté. Donc, conjonction de ces effets, parce qu'on sait que ces exercices-là ont des effets anabolisants sur l'équilibre, la balance protéosynthèse-protéolyse, donc des effets anabolisants, mais qui sont affectés négativement avec l'avancée en âge. Et donc, on va ajouter les effets, eux aussi anabolisants, d'un apport protéique, tout de suite dans les suites immédiates de l'exercice, de manière à pouvoir essayer de minorer ces résistances anabolistes qui sont observées de manière indépendante par l'apport protéique, dans le cadre des repas, et de l'exercice physique. Donc, il faut pouvoir associer ces deux effets anabolisants-là pour essayer de tirer le meilleur parti sur la masse musculaire. Donc, en fait, comme l'a précisé Yves, quel type de protéines? Donc, on pense principalement aux protéines d'origine laitière, mais pas obligatoirement que. Oui. Quand même des protéines qui soient riches en acides aminés essentiels, qui aient là aussi un certain type d'acides aminés essentiels. Si la composition de ces protéines dans ce type d'acides aminés essentiels-là est riche, eh ben, c'est encore mieux. Comme par exemple, on peut citer la leucine, qui est vraiment un acide aminé tout à fait intéressant au plan physiologique. Donc, plutôt que, à la suite de ces exercices programmés là, dans les EHPAD, plutôt que de servir une tasse de thé et 2 petits gâteaux, je suis désolé, tu rebondissais sur les petits gâteaux, pas de petits gâteaux, si on peut les remplacer par un apport de protéines, soit par du lait délactosé, si ces personnes présentent déjà une intolérance au lactose, écrémé, pourquoi pas, 1 ou 2 yaourts, eh bien, on est dans des conditions bien plus favorables aux effets attendus de ces exercices sur la masse musculaire. Oui, ça ne veut pas dire que ça va marcher dans tous les cas, ça veut pas dire, mais on met tous favorise. les atouts de notre côté de manière à ce que ça marche mieux. Voilà. Alors, je vais demander à notre gériatre de nous parler un peu de l'état nutritionnel des patients que vous rencontrez, puisqu'on a parlé de sarcopénie, et donc et on a bien dit qu'effectivement, ça faisait partie de la dénutrition. Alors, est-ce que les gens sont très dénutris Alors, il peut y avoir en effet, la plupart des gens que je vois, ils sont dénutris. Donc, le professeur Boiry a parlé justement de la quantité, donc 1,4 g quand les patients sont dénutris chez personnes âgées, de 1,4 g par kilo par jour de protéines. Après, pour compléter justement, par exemple en EHPAD, il faut savoir aussi qu'il faut un accompagnement pour la prise alimentaire, parce que ce n'est pas parce qu'il y a les yaourts ou les produits laitiers que c'est consommé. Par exemple, quand il y a une prescription de compléments nutritionnels oraux, il y a eu des études qui ont montré que seulement 30 à 40% des résidents chez qui on leur a prescrit les prennent, les digèrent, voilà, qui les ont ingérés. Pareil pour l'activité physique, on a beaucoup parlé pour les seniors qui sont plutôt mobiles. Il y a eu des initiatives intéressantes qui s'appellent le Vivifrail, qui est téléchargeable sur Internet ou qui montrent des exercices types d'activité physique selon le niveau de dépendance et de fragilité de la personne, avec des exemples de durée à faire. Et je trouve que c'est important de souligner aussi ce genre d'effort. Je rebondis là sur une information qui me paraît tout à fait importante et publique sur les produits protéinés. Je trouve que j'ai des parents âgés, donc je vois très bien ce dont il s'agit. En fait, ce qui se passe, c'est que y a, je sais pas, un problème de goût, un problème d'écœurement au bout d'un moment. C'est des produits qui sont efficaces et dans quelles conditions ? Alors peut-être le professeur Boiry. En tout cas, effectivement, ce qui est important, c'est de varier les parfums. Effectivement, vous parlez des compléments nutritionnels oraux, ça. Oui, c'est ça, oui, pour les personnes Ce qui est âgées. important, c'est que ça ne doit pas se substituer au repas. C'est-à-dire qu'il faut le prendre à 1h30, 2 heures après le repas. Il ne faut pas que ça remplace le repas.
D'accord. Un autre élément que je voulais ajouter tout à l'heure, ça me revient, c'est le fait que il y a aussi la question de la distribution au cours de la journée. Le petit déjeuner est typiquement un repas avec très peu de protéines. Donc on a fait un protocole où on a ajouté des protéines, simplement des protéines au petit déjeuner parce qu'il y en avait très peu. On a pu voir des effets au bout de 6 à 8 semaines, si je me souviens bien, Oui. ne serait-ce que sur la masse musculaire chez des patients effectivement à un état nutritionnel mais plutôt mauvais. Et donc ça veut dire il y a des atouts, il y a les compléments nutritionnels oraux, mais il y a aussi la distribution des repas. Oui. Et puis on a travaillé beaucoup sur le concept de protéines lentes et protéines rapides, parce qu'on a des protéines qu'on peut absorber très rapidement, mais ça les sportifs et puis les bodybuilders aussi connaissent très bien ça. Et je me dis, C'est-à-dire mais c'est du lactosérum, alors c'est du ces choses-là. lactosérum, c'est des protéines de lactosérum. Le Donc petit lait, le petit c'est lait. le petit lait, Ouais. c'est des protéines qui ne vont pas précipiter dans l'estomac et leur vitesse d'absorption sera beaucoup plus rapide. Et finalement, on les utilise chez les bodybuilders, mais quelquefois, je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas, chez la personne âgée, en tout cas, les utiliser. Ouais. Donc Et les Oui. protéines lentes, c'est lesquelles? c'est la caséine. Hein, la caséine, c'est la protéine qui permet de faire le Celle fromage. du fromage, hein? C'est celle Ouais. qui précipite et qui permet de faire du fromage. En Auvergne, on connaît bien ça. Et effectivement, c'est une protéine mais qui peut être tout à fait intéressante. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise protéine. La protéine lente, elle peut permettre justement, on parlait des EHPAD et du soir, où finalement, si l'apport protéique en tout cas est constitué de caséine, cette caséine va se libérer progressivement pendant des heures et des heures. Donc ça peut être aussi intéressant de travailler sur la qualité des protéines. Oui. Enfin, je ne sais pas ce que Kiyoka en pense, mais je pense que il y a des innovations encore possibles. Oui. Et je crois, enfin, Oui, bien sûr, au niveau qualitatif et aussi sur les personnes âgées qui ne peuvent pas forcément ingérer plus de volume. Oui. Il y a aussi les nutritionnistes, ils connaissent très très bien, il y a ce qu'on appelle l'enrichissement alimentaire, où à volume égal, on rajoute des protéines tout simplement. Par exemple, dans un pot de yaourt, on va rajouter de la poudre de lait. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais. Comme Bon. ça, on ne va pas prendre 2 yaourts, mais il y aura plus de protéines dans la même quantité. Oui, c'est Donc, des choses très utiles, Voilà, il y a toutes sans ces doute. techniques-là qui sont importantes à mettre en Voilà. place. oui, Alors- ou du gruyère, éventuellement rajouter du gruyère. Voilà, du gruyère dans le potage. Oui, Alors- c'est ça. On enrichit son alimentation en protéines. Ok. Juste, comme j'ai le micro, j'en profite. Oui, bien Une sûr. des problématiques qu'on a maintenant aussi, c'est l'arrivée aussi chez l'âge avancé, c'est l'arrivée de l'épidémie d'obésité. Oui, Donc on se retrouve dans un paradoxe où on a à la fois l'obésité, les aspects de complications liées à l'obésité, la difficulté de la mobilité avec l'obésité et avec le vieillissement, la perte musculaire. Donc on a une double, je dirais, altération. Et là, on est dans une phase assez particulière aujourd'hui, puisque on a bien sûr des nouveaux traitements dans l'obésité. La question, c'est jusqu'où faut-il aller dans l'âge avancé du traitement de cette obésité. voilà. Alors, c'est la question sur ces fameux analogues du GPL1, donc Wegovy et autres. Est-ce que ça peut compter pour le bilan musculaire ou... Alors, ce qu'on peut voir, c'est que dans les études, en tout cas les essais thérapeutiques généralement utilisant les agonistes du récepteur au GLP1, c'est des études qui ne portent pas spécifiquement chez la personne âgée. D'accord. Alors, il y a, ça peut aller jusqu'à 65, 70 ans, mais ce n'est pas vraiment des personnes très âgées. Oui. Mais la question, Mais pour les effectivement, obèses, pour restaurer la capacité du muscle à être métabolique. ce qu'on peut dire, c'est que ces analogues sont extrêmement prometteurs en termes de réduction des complications hépatiques, cardiaques, rénales. C'est incontestable. Donc ça, on ne peut pas le mettre de côté. Mais bien sûr, la perte de poids engendre une perte musculaire, de la masse musculaire. Donc la question, c'est est-ce que cette perte de masse musculaire va s'accompagner d'une perte de la force et de la puissance musculaire? Et là, on n'a pas de réponse. On n'a pas, Okay. En tout cas, on a l'impression que ce n'est pas si grave que ça, qu'il n'y a pas vraiment de perte majeure, mais il y a probablement des individus qui sont plus exposés. Donc, encore une fois, j'encourage
mes collègues cliniciens de monitorer, de surveiller cette force musculaire pour savoir ce qui se passe, quoi. Et je pense qu'au-delà de 70 ans, ça paraît difficile de mettre en place ces traitements. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez en gériatrie, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas les données suffisantes pour répondre. Tout à fait, on n'a pas les données suffisantes. Après, bon, il m'arrive chez certains patients diabétiques où le diabétologue a prescrit de l'analogue de GLP-1. Bon, ils ont plutôt 70-75 ans au grand maximum. Oui, il y a une perte de poids. Après, bon, voilà, comme vous dites, il y a l'obésité sarcopénique. Après, il peut y avoir des obèses qui sont aussi dénutris, entre guillemets, qui ont beaucoup de masse grasse, mais pas forcément le reste. Donc, en effet, il faut être très vigilant. On voit bien qu'effectivement, c'est vraiment une question un peu globale, hein. On a parlé activité physique, on a parlé nutrition. Vous rappeliez qu'effectivement, on n'ingère pas des nutriments, on ingère des aliments et puis des repas. Et peut-être, avant de passer la parole à la salle, je voudrais juste vous poser une question qui est un peu d'actualité, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui deviennent végétariens. Et donc, effectivement, pour avoir des protéines, quand on est végétarien, faut savoir faire la cuisine et puis connaître 2-3 trucs. Est-ce que c'est un enjeu important pour le muscle ? Vous pensez qu'on peut être végétarien et être en forme musculaire à quel âge ? D'ailleurs, à tout âge de la vie, hein, puisque ça ne concerne pas seulement les personnes âgées. Alors, il y a plusieurs types de végétariens. Il y a les flexi-végétariens, il y a les véganes. Je pensais le classique avec des œufs et des produits laitiers. Ah oui, dans ce cas-là, c'est plutôt flexi-végétarien, mais il n'y a pas a priori d'alerte à avoir sur cette alimentation végétarienne. Comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où on va aussi mélanger les légumineuses, par exemple, avec les céréales. Les légumineuses sont intéressantes, elles sont riches en protéines. En plus, les protéines végétales sont souvent accompagnées de fibres, de micronutriments. Donc il ne faut pas non plus imaginer que c'est problématique, mais il faut quand même s'assurer, comme je disais tout à l'heure, que la personne végétarienne en tout cas, ne perd pas de muscles, de force musculaire. Ou en tout cas, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut se mettre au végétarisme à un âge tardif ? Oui, d'accord. C'est ça plutôt la question. Là, je suis moins sûr. D'accord. Par contre, celui qui l'a été, il n'y a pas de raison qu'il change de régime alimentaire. Très bien. Xavier ? Oui, je réponds comme Yves, hein, il n'y a pas de problème majeur. On connaît de très nombreux athlètes de haut niveau qui sont végétariens. On en connaît beaucoup moins quand même qui sont végétaliens, totalement véganes, quand même beaucoup moins. Ça nécessite une parfaite éducation, c'est absolument évident. Ça prend du temps. Oui, pour le végétarisme, hein, une parfaite éducation sur l'association de différents types de végétaux, car le problème des protéines d'origine végétale, c'est que la plupart du temps, elles sont très mal équilibrés en acides aminés essentiels. Donc, il faut pouvoir associer des protéines qui sont riches en certains acides aminés essentiels et d'autres qui sont enrichis ou plus riches dans les autres types d'acides aminés essentiels. Et je voulais juste, si vous le permettez, m'accorder, rappeler quand même qu'il y a un autre acteur très important de la masse musculaire d'origine nutritionnelle auquel il faut être très attentif, c'est la vitamine D. En termes de suivi. On l'a pas noté. Vous avez raison d'en parler, on n'en a pas parlé encore. Le monitoring de la vitamine D chez ces personnes-là peut être tout à fait essentiel pour maintenir la masse musculaire et sa fonction. Ses fonctions. Tout à fait. Donc c'est quelque chose que les cliniciens doivent vérifier, évidemment, pour voir si les personnes sont carencées ou pas après 60 ans. Oui, en tout cas, pour revenir à la proposition de FST, je repense à cette idée vraiment très importante et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette proposition. En tout cas, si elle aboutit, c'est vraiment de pouvoir réunir les différents acteurs autour du muscle parce que c'est vraiment le problème d'avoir des cliniciens qui traitent parfaitement les maladies et il n'y a pas de problème. Mais sur l'aspect... Et du coup, je suis en train de me dire... En parlant que cet aspect nutritionnel pourrait faire partie aussi de la FST de myologie. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, on va passer la parole à la salle. Est-ce que les uns les autres ont des questions ? Alors oui, un micro juste là. Et après la dame qui est juste là. Bien, merci pour cette table ronde très très riche en renseignements.
Vous avez parlé de la masse musculaire, mais pas du contrôle de cette masse musculaire par le système nerveux central. Et il me semble qu'avec le vieillissement, le nombre d'unités motrices baisse et que parmi celles qui restent, en fait, elles auraient tendance à innerver plus de fibres musculaires. Et ce qui amène peut-être la personne vieillissante à mieux contrôler les mouvements, à être moins précis dans les mouvements réalisés. Donc ça, c'est peut-être un problème au niveau de cette coordination plutôt intramusculaire. Et puis au niveau intermusculaire, toujours dans le domaine de la coordination intermusculaire, il y a aussi cette problématique de coactivation entre les muscles effecteurs et les muscles freinateurs, ou le rapport de force entre les muscles agonistes et antagonistes aussi, qui peut perturber aussi la qualité du déplacement et les capacités fonctionnelles. Et la question que je me posais, c'est déjà qu'est-ce que vous en pensez de cela, et dans les programmes d'activité physique adaptée, est-ce que c'est prévu, est-ce qu'il y a des programmes qui sont spécifiques au travail de mobilité, de coordination sur le plan inter- et intramusculaire, l'adresse, l'équilibre, etc. Donc je reviens un petit peu à ce qu'on disait ce matin par rapport à l'enfant, où c'était nécessaire de développer cette dimension motrice, et je pense que c'est encore nécessaire de le faire sur la personne vieillissante en raison peut-être de cette altération de la commande nerveuse. Du coup, sur la partie des programmes d'activité physique, je ne connais pas tout ce qui peut exister, mais en effet, on travaille cette partie spécifique pour les plus de 65 ans, c'est notamment pour l'équilibre fonctionnel. Donc, réussir à travailler, à réduire le risque de chute en travaillant la capacité à coordonner la contraction musculaire. Et aussi un autre travail, je n'ai pas pu forcément l'évoquer tout à l'heure, mais on travaille à éviter le risque de chute, mais on travaille aussi à savoir se relever. Ça fait partie du travail du coup de l'enseignant en activité physique adaptée, pour quand je tombe, être capable de me relever. Oui, ce que tu disais, Sébastien, sur les aspects agonistes et antagonistes me fait penser à la maladie de Parkinson, où on a typiquement cette problématique d'avoir deux types de muscles agonistes, antagonistes, et qui posent problème effectivement avec cette question de la commande centrale. C'est vrai que sur la commande centrale, moi je ne suis pas neurologue, donc je ne sais pas comment il faudrait faire, mais probablement que des exercices effectivement de proprioception, d'équilibre, sont à même de pouvoir réentraîner. Mais personnellement, je n'ai pas d'expérience. Personnellement, je ne parlerai pas de réentraînement, mais je reviendrai sur un leitmotiv, c'est vraiment l'entretien du mouvement tout au long de la vie, de manière à prévenir. Ce que tu présentes là, c'est en effet la description en microanatomie de ce qui se passe au cours de la sarcopénie, avec la perte de fibres musculaires principalement rapides, et avec l'augmentation du nombre de fibres musculaires dépendant de chaque motoneurone, ce qui a des conséquences sur la finesse du mouvement, sur la précision des mouvements. Tu as tout à fait raison. Mais sur la synchronisation agoniste-antagoniste, quoi de mieux que de conserver des schémas moteurs qui ont été construits au cours de la vie adulte sur la marche rapide, sur la course, sur le pédalage, sur des mouvements de tous les jours. Je n'ose pas dire sportif, parce qu'on a trop peut-être parlé de sport, et c'était le médecin de la Fédération internationale de cyclisme qui vous le dit, on a peut-être trop parlé de sport et pas assez d'activité physique et de déplacement actif, mais l'entretien de ces schémas moteurs permet au moins, à mon sens, de protéger cette altération du recrutement agoniste-antagoniste avec l'avancée en âge. Tout dépend évidemment à quel âge on s'intéresse vis-à-vis de ces patients. Au-delà de 75-80 ans, c'est vrai qu'on doit moduler aussi ses propos. Mais entretenir et maintenir le plus tôt possible ces schémas moteurs qui sont construits sur ces bases-là, quoi de mieux ? Et juste pour compléter, qui dit vieillissement, on ne vieillit pas que du muscle, malheureusement. Donc au niveau du système nerveux périphérique, donc, il y a aussi la proprioception qui est atteinte. Après, il peut y avoir la vue, il peut y avoir plein d'autres paramètres aussi qui font que l'entretien, le maintien des mouvements de la vie quotidienne reste important. Madame ? Alors, j'avais deux questions. La première, c'est sur l'aspect nutrition. On parle de végétalisation, notamment en restauration collective et également en EHPAD.
Donc ça rejoint un peu ce que vous disiez. Je me demandais si le fait d'introduire des légumes secs 2 fois par semaine chez des personnes qui sont en EHPAD, est-ce que c'est bien? Alors, s'ils sont en bonne santé, mais ils sont probablement souvent un peu dénutris, voire sarcopéniques avancés. Donc, est-ce que ça peut être compliqué de satisfaire les besoins en protéines en végétalisant comme ça? Voilà, ça c'était sur la nutrition. Sur l'activité physique, qu'est-ce qu'on peut proposer à des personnes pour les remuscler, entre guillemets? Donc des personnes qui ont vraiment une sarcopénie et qui ont des pathologies associées. L'idée étant, voilà, ils ont un diabète, ils ont, je sais pas, une ostéopénie, une ostéoporose ou autre. Donc l'idéal, ça serait de reprendre de la masse musculaire pour les, peut-être pas les guérir, c'est pas le bon mot, mais on va dire freiner l'évolution de leur pathologie chronique. Comment est-ce qu'on y arrive? Est-ce que c'est possible quel que soit l'âge? Est-ce qu'il y a des études? Est-ce qu'il y a des programmes de réentraînement pour récupérer de la masse musculaire? Je pense que ça va concerner plusieurs intervenants. Absolument. En ce qui concerne les aspects effectivement de légumineuses, alors on a des études précliniques chez l'animal où on essaie de voir ce qui se passe chez l'animal âgé, voir qu'est-ce qui se passe si on donne des protéines végétales, du pois par exemple, ou des lentilles. On voit que c'est pas si mauvais que ça, c'est pas si dangereux que ça. Donc la question c'est effectivement, comme je disais tout à l'heure, il faut des apports qui sont quand même relativement importants et que la personne âgée ne peut pas forcément. Donc c'est pas forcément du tout végétal, mais peut-être des mélanges avec pourquoi pas des protéines, d'autres types de protéines animales. On peut aussi mixer, il ne faut pas forcément voir que le végétal. D'ailleurs, ce serait pas forcément, ce serait difficile à maintenir un apport protéique suffisant, je pense, sur le long terme. La question, c'est le court terme et le long terme. On ne sait pas trop à long terme ce que ça donnerait. Mais ce n'est pas si dangereux que ça, a priori. Enfin, on n'a pas beaucoup de données là-dessus. Et donc, il y a des projets, d'ailleurs, il y a un projet ANR porté par une de mes collègues dans l'UNH qui vise à regarder l'impact d'une végétalisation 70%, 30% animal, 70% versus animal et végétal pour voir l'impact sur la synthèse protéique musculaire. Donc, on attend ces résultats, mais il y a très, très peu de données. Très, très peu de données. Pour la partie du coup activité physique, en fait l'idée c'est vraiment d'arriver à pratiquer au maximum. Le rôle de l'enseignant en activité physique adaptée, ça va être justement de réaliser ces programmes-là. Ça peut être simplement de proposer par exemple de la marche avec des bâtons, utiliser ces bâtons pour le renforcement musculaire, donc faire des poussées avec les bâtons, monter les bras, ça peut prendre plein de formes différentes. Et tout à l'heure, vous parliez aussi en termes de mobilité. On fait aussi de l'activité physique quand on est assis ou quand on est allongé. Et notamment, par exemple, c'est ce qu'on fait chez des patients dialysés. On leur préconise de faire du pédalier au lit. Et ce qui permet de faire de l'activité physique pendant la dialyse, donc pendant un temps en plus de soins, ce qui leur évite de refaire en plus des trajets, par exemple, pour aller à une session d'activité physique adaptée. Ouais. Oui, juste un petit complément. Il y a des programmes qui sont disponibles la plupart du temps, qui sont très bien faits sur Internet, avec des leaflets très imagés. Et Santé publique France avait publié des fiches techniques de ce type-là, de manière à remettre en condition, c'est un très mauvais terme, mais essayer de renforcer la masse musculaire de ces personnes âgées qui sont des patients, qui deviennent des patients très vite. Mais deux petits commentaires. Vous vous souvenez peut-être d'une diapositive qui a été présentée tout à l'heure par Cédric lors de la conférence inaugurale, qui montrait l'altération de la masse musculaire avec l'âge. L'altération de la masse musculaire chez des gens qui sont très régulièrement actifs et donc qui maintiennent leur masse musculaire au long cours. Et même si rien n'est jamais perdu, on voyait des personnes chez qui on appliquait ce genre de programme à partir de 60 ans. On avait en effet un regain de masse musculaire qui quand même n'était pas si important que cela. Donc, encore une fois, maintenir son capital musculaire le plus tôt possible, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Premier commentaire. Deuxième commentaire, en dehors de tous ces leaflets qui existent, rien ne vaut l'activité physique
en dehors, à l'extérieur, dans un environnement qui peut être ludique, en toute sécurité. Et la marche nordique avec des bâtons, c'est absolument idéal, quoi. On est sécurisé avec 2 appuis. On fait travailler les muscles des membres supérieurs, ce qui est très rarement le cas dans beaucoup d'activités sportives, hormis la natation. Fabien est peut-être a quitté la salle. Mais maintenir la masse musculaire avec les bâtons, on le sait en montagne, hein, c'est absolument essentiel. Donc, l'activité physique à l'extérieur, c'est absolument fondamental, même si on peut franchir le premier pas avec des exercices en intérieur sans avoir besoin de matériel supplémentaire. Alors, une question. Oui, en fait, on n'a pas abordé la douleur. Plus on vieillit, plus on a mal partout. Oui. Et je pense que ça influence énormément sur la sédentarité et l'arrêt de l'activité physique. Donc, c'était plutôt pour mesdames. Quels sont les leviers que vous avez pour éviter que les gens arrêtent de faire de l'activité physique parce qu'ils ont mal? Bon, déjà, il y a le bon contrôle de la douleur, donc avec un traitement antalgique adapté. Et après, il faut savoir aussi, notamment dans les maladies rhumatologiques, c'est finalement l'activité physique adaptée à l'état de santé a un rôle positif, bénéfique par rapport à la douleur. Donc moins on en fait, plus la douleur peut s'aggraver, quoi. Elle a dit le médicament, c'est le mouvement. Oui. Je me permets juste, du coup, j'ai fait ma thèse en fait sur fibromyalgie et activité physique adaptée. Et en effet, donc, l'activité physique permet de réduire la douleur chez ces patients-là. Et on parle souvent d'un cap à passer. En fait, la reprise de l'activité physique va souvent augmenter les symptômes pendant les 1 ou 2 premiers mois. Et c'est cette période-là qui est hyper importante d'accompagner parce que c'est là où on risque le plus d'arrêter, alors que finalement les bénéfices ils sont derrière en fait. Et les gens comprennent, ils peuvent le comprendre. C'est difficile quand on souffre, mais c'est justement le rôle de l'accompagnement d'expliquer en fait ce qui se passe, que c'est normal et que cette augmentation des symptômes va passer, quoi. Très bien. Encore une question peut-être. Alors là, tout le monde se prête. Mais il a le micro, allez-y. C'est stratégique. Merci pour ces explications. Tout à l'heure, Fabrice Chrétien a parlé de l'intérêt de la recherche translationnelle pour comprendre les mécanismes. Par ailleurs, dans une des diapositives, on voyait quelqu'un d'alité et je pensais au modèle de la station microgravitaire, de l'effet de l'environnement spatial qui est comparable au vieillissement. Le tout pour mettre en rapport les adaptations, la préservation de la masse musculaire avec le niveau le plus petit où on l'étudie actuellement, c'est-à-dire au niveau cellulaire. La fabrication des protéines dont on parle là, sur la base des acides aminés, c'est bien entendu les ribosomes, c'est-à-dire dans la cellule ce qui constitue, ce qui fabrique la protéine et qui contribuera notamment à la préservation de cette masse de protéines et donc à la lutte contre l'atrophie. Il ne faut pas oublier que cette synthèse de protéines dans la cellule est dépendante de multiples voies d'entrée, ce qu'on appelle l'activation des voies de signalisation. Alors oui, il y a des voies de signalisation hormonales, on a parlé des hormones qui ont un rôle fondamental dans la synthèse de protéines, mais on pourra donner autant d'hormones que l'on veut à une personne âgée, elle ne luttera pas contre la sarcopénie de façon efficace. Oui, il y a l'utilisation des acides aminés par la digestion protéique, et là encore, on sait que ça a un effet. Mais il y a l'ensemble des autres voies d'entrée, ce qu'on appelle la relation entre les récepteurs et les ligands, qui vont permettre les cascades d'événements dans la cellule qui contribueront in fine au décodage du génome. D'où d'ailleurs la problématique des pathologies génétiques qui feront que certaines protéines ne seront plus synthétisées. Et il ne faut pas oublier que c'est une approche multifactorielle qui contribuera à la lutte contre l'atrophie et que cette approche multifactorielle, c'est l'entrée des voies de signalisation utiles au décodage génétique et on reconnaît bien entendu tout l'intérêt de la recherche de l'AFM Téléthon par rapport à cela. Oui, juste un petit mot là-dessus, mais on n'a plus de temps, je crois, mais la myostatine, par exemple, qui est un signal, ou la folistatine, ce sont par exemple des hormones ou des peptides paracrines qui peuvent permettre effectivement la signalisation pour... alors ça, la myostatine, c'est plutôt dans le sens de l'inhibition, mais aujourd'hui, ça débouche aussi sur le plan pharmacologique, sur des anticorps anti-activines, par exemple, qui sont utilisés
Alors pour l'instant, il n'y a pas eu un développement très important, mais on voit que le bimagrumab, par exemple, est en voie de développement pour lutter contre la perte musculaire dans certaines situations. Donc effectivement, vous avez raison, il faut sûrement utiliser ces voies de signalisation intracellulaire pour pouvoir moduler cette situation de résistance. Mais je vous rejoins tout à fait. Merci. Et alors, juste pour compléter, je pense qu'il ne faut pas oublier, pas juste augmenter la masse musculaire, mais aussi sa fonctionnalité pour le outcome clinique. Voilà, bah écoutez, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie tous. On applaudit nos experts.